Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du 6 décembre 2022. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité de ce jour. Dans le cadre de sa mission actuelle à Madagascar, la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, Victoria Kwakwa, a rencontré et échangé avec le président de la République aujourd'hui. Durant cette rencontre, tous deux ont confirmé que l'objectif est le même, le redressement de l'économie de Madagascar et l'amélioration du niveau de vie de la population. La vice-présidente de la Banque mondiale a également confirmé qu'elle fait confiance à la vision et au leadership du président malgache et qu'elle sera toujours présente aux côtés de Madagascar pour relever les défis. Plus de détails avec Chutikal Ranjianirin et Andr Radzenjaipe. La vision du président de la République est de rattraper le retard du pays en termes de développement qui s'est accumulé durant de nombreuses années. La mission de la Banque mondiale est de vaincre la pauvreté mondiale. Le gouvernement malgache et la Banque mondiale partagent donc la même vision. Cela s'est reflété durant la rencontre entre le président Anjrazwil et la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Sud, Victoria Kwakwa Ayavlu. Une discussion suivie d'un atelier pour aborder de nombreux points, tels que le secteur énergie, qui est encore un problème majeur dans l'île, les routes, le monde de l'entrepreneuriat et de nombreux ajustements qui doivent être faits afin d'améliorer le niveau de vie de la population et afin de redresser l'économie de Madagascar. Notre défi est clair. Nous voulons rattraper le retard de développement de Madagascar accumulé depuis 60 ans. Aujourd'hui, nous avons changé et améliorer notre méthodologie de travail à travers des réunions successives et des discussions et échanges constantes avec la Banque mondiale et ses représentants ici même à Madagascar. L'approche actuelle de l'État malagasy est axée sur la pertinence des actions, des investissements et des réformes, sur l'obligation de résultats concrets correspondant aux besoins du pays, mais surtout de la population. Avec la Banque mondiale, nous avons un programme de coopération ciblé dans les secteurs stratégiques, tels que les infrastructures routières, le développement du capital humain, l'éducation, la santé et la nutrition, l'énergie, le développement de l'agriculture durable, la protection de l'environnement et le développement durable également, la résilience des communautés dans le sud, l'amélioration de la fourniture en eau, mais aussi le développement du secteur touristique à travers le PIC, ainsi que la transformation digitale. Aujourd'hui, nous avons une vision de développement précise, un plan stratégique pragmatique et réalisable, correspondant aux besoins du peuple malagasy, mais surtout animé par une volonté politique inébranlable. Madagascar a de nombreux défis à relever, a déclaré la vice-présidente de la Banque mondiale. Mais Madagascar a aussi de nombreuses opportunités pour y parvenir, comme les ressources naturelles, les sources d'énergie et surtout sa population. Comment sortir Madagascar de la pauvreté? C'est le sujet important actuellement, vu la situation du pays, et c'est également le sujet abordé lors de sa rencontre avec le Premier ministre Tse Christian hier. Sa visite à Antananarive lui a permis de voir la situation pour regarder de près l'avancement des projets soutenus par la Banque mondiale. Victoria Kwakwa a affirmé au président de la République Anjrazwil que la Banque mondiale est toujours prête et sera toujours présente aux côtés de Madagascar dans le redressement de l'économie du pays, en particulier face à de nombreuses crises telles que le changement climatique et les problèmes économiques mondiaux. Par ailleurs, nombreux sont les partenaires commerciaux de Madagascar qui sont confrontés à des difficultés et cette situation a obligatoirement entraîné des effets néfastes sur la croissance économique du pays. Cependant, cette crise donne aussi à Madagascar une opportunité de sortir de la pauvreté, a-t-elle souligné. Le moyen d'y parvenir est l'utilisation d'avantages naturels tels que les compétences de la population, les ressources et richesses naturelles, les produits malgaches bien connus sur le marché mondial tels que la vanille, le cacao. Aussi, elle a spécifiquement encouragé le secteur privé à créer des emplois et à conduire à la croissance économique de Madagascar. 26 projets d'une valeur de 3,4 milliards de dollars sont soutenus par la Banque mondiale dans notre pays actuellement et le gouvernement actuel cherche toujours à élargir et à renforcer cette coopération.
Ensuite, 65% des travaux des préventions des inondations et de la montée des eaux dans les bas quartiers d'Antananarivo sont désormais achevés. Au total, 206 projets ont été réalisés dans le renforcement de la digue le long des rivières Ikup et Sissogne, le nettoyage des canaux et la réhabilitation des ruelles. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale à hauteur de 125 millions d'ariars à travers le projet Produire, dirigé par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des services fonciers. La vice-présidente de la Banque mondiale a fait une visite sur terrain hier pour regarder de près les processus de travail en compagnie du Premier ministre Andina Martina et Nza Hadjiantsu. Cette ruelle à Ntetezanafoni fait partie des ruelles construites par le projet Produire afin d'aider la population des bas quartiers à faire face aux inondations. 4 sous-quartiers sont désormais exempts de problèmes si elles ont toujours été inondées durant la saison pluvieuse, selon le président du Fuktin d'Ntetezanafoni, Rakutnanar Félix. Environ 650 000 habitants bénéficient directement de tous les projets qui sont mis en œuvre par le gouvernement à travers le projet Produire selon les informations. Jusqu'à présent, 206 travaux ont été réalisés dans le renforcement de la digue des rivières Ikup et Sissogne, a déclaré Ulder Amaoulmias, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. La Banque mondiale a apporté un financement de 125 millions d'ariars pour le gouvernement malagasy pour la réalisation de ce projet. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population d'Antananarivo et ses environs, mais surtout d'aider la population des bas quartiers à faire face aux difficultés qu'elle rencontre durant la saison pluvieuse, a déclaré le vice-président de la Banque mondiale venu visiter l'état d'avancement des travaux hier. La deuxième phase du projet va également démarrer selon les informations. 208 infrastructures seront construites, telles que des infrastructures pour les résidents, comme les bibliothèques, des infrastructures pour les déplacements et pour l'écoulement des eaux. Continuons dans un autre sujet, renforcer la participation des femmes aux postes de décision, prévenir les cas de violence à l'égard des femmes, protéger les enfants et les femmes et les aider à se rétablir. Tels sont les 4 piliers du plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 présentée aujourd'hui par le ministère de la Population et le PNUD. Ruth Christelle Rakut-Malal et Yves Chanel nous en disent plus. La moitié de la population de Madagascar sont des femmes. Cependant, peu occupent encore des postes élevés, même si la participation des femmes à la politique et à la société se reflète à travers les 26% des membres du gouvernement, 18% des députés, 5% des maires, 3% des gendarmes et 1% des officiers. Par ailleurs, une femme sur 3 est victime de violences selon le rapport de l'UNFPA. Madagascar fait partie des signataires de la résolution 1325, une résolution onusienne qui concerne les droits des femmes, la paix et la sécurité adoptée en 2000. Ce n'est toutefois qu'en 2020 que le Conseil des ministres a approuvé le plan d'action national pour la mettre en œuvre. Cette résolution a mis en lumière la violence systématique dont sont victimes les femmes et les filles dans ces conflits armés. Ainsi, la protection des populations est déterminante dans la perspective de la paix et de la réconciliation. Cette résolution réside sur 4 piliers, dont le renforcement de la participation des femmes aux postes de décision, la prévention des cas de violence à l'égard des femmes, la protection des femmes et des enfants, et enfin, leur secours et leur redressement. Le PNUD a fourni un appui financier et une assistance dans l'élaboration de ce plan d'action national. En tant qu'Agence des Nations Unies de développement, en partenariat avec l'agence dédiée à des questions de genre, l'ONU Femmes, ont collaboré ensemble pour appuyer le gouvernement, l'État malgache, à travers le ministère de la Population dans la rédaction et dans la réalisation de cette étape importante de la mise en place du plan d'action sur la résolution 1325 de l'année 2000. La résolution elle-même touche sur le rôle important des femmes dans les questions de paix et de sécurité, et j'ajouterai aussi pour le contexte de Madagascar la cohésion sociale. Ce plan d'action national a été officiellement présenté aujourd'hui.
Dans le cadre d'une coopération de sécurité, le gouvernement français a offert de nouveaux équipements technologiques à la gendarmerie nationale malagasy hier, au tout près de Simanjave. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie a indiqué que cet événement s'inscrit dans le cadre du concept Tanamar Nfanchipaleman. Il a également exhorté tout un chacun à se donner la main car le développement du pays n'est rien sans paix. Ces matériels informatiques et technologiques seront utilisés pour améliorer davantage la prestation de la gendarmerie, vu l'évolution de l'ère technologique actuelle. L'ambassadeur de France a déclaré que la collaboration entre la gendarmerie française et la gendarmerie malagasy existe depuis de nombreuses années et les affaires de paix, de sécurité et de défense sont la responsabilité de tous et il est donc juste de s'entraider. Plus de détails. C'est une cérémonie de remise de matériel informatique, de téléphone, d'imprimantes, d'ordinateurs, etc. Mais au-delà de ça, c'est surtout la valorisation d'un partenariat tout à fait exceptionnel entre la gendarmerie française et la gendarmerie malgache. Ce partenariat, il est dans le cadre d'une convention qui a été signée il y a près de 40 ans. Nous allons en fêter le 40e anniversaire l'année prochaine ensemble. Et ce qui est essentiel, c'est que dans le fond, les gendarmeries françaises et malgaches travaillent dans le même état d'esprit. Nous avons la même feuille de route dans nos pays respectifs, cela va de soi. La promotion de l'état de droit, la sécurité de nos citoyens, la lutte contre les trafics, la lutte contre le terrorisme. Et Dieu sait que les défis sont multiples. Et dans ce cadre-là, la coopération internationale, elle est essentielle. Parce que de part et d'autre, Français et Malgaches apprennent l'un de l'autre, coopèrent, partagent des méthodes de travail et s'enrichissent mutuellement. Et très modestement, c'est ce que ma présence voulait signifier aujourd'hui. Et la réunion du comité conjoint de coordination du projet de développement des capacités de gestion de l'entretien des routes et des ponts entre dans sa 3e édition actuellement. Il s'agit de l'élaboration du projet F3LTM qui vise à l'entretien des infrastructures routières dans le pays. Ainsi, la 3e réunion s'est tenue aujourd'hui à l'Inenfra à l'Arbi. Natira Koutmav, Inza Hadjiantsu. Le ministère des Travaux publics, avec les partenaires techniques et financiers comme la JICA, est actuellement dans la phase de l'élaboration du comité conjoint de coordination du projet de développement des capacités de gestion de l'entretien des routes et des ponts. Il s'agit également de la mise en place du projet F3LTM visant à améliorer le système de gestion de l'entretien des routes et des ponts de Madagascar pour une utilisation durable des patrimoines routiers. Les experts japonais avec les techniciens malagasy se joignent pour cela à travers la mise en place de plusieurs manuels. Ces derniers seront ainsi appliqués sur toutes les infrastructures routières de Madagascar d'ici 2024. En gros, donc c'est vraiment donc la collaboration étroite donc avec l'équipe malgache accompagnée par les experts japonais. Donc il y a des experts en matière de route, chaussées, ponts, etc., qui vont travailler donc avec les homologues malgaches. Et il y aura aussi des travaux théoriques, mais également donc, travaux pratiques. La réunion d'élaboration est à sa 3e édition actuellement, une réunion qui s'est tenue à l'Inefra à l'Arbi aujourd'hui. Compte tenu de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19, actuellement, les gestes barrières sont à nouveau appliqués ou renforcés dans les gares routières. Pour le cas de la gare du Fassan-Karan, il y a eu une distribution de masques pour les passagers avant le départ, durant le contrôle au départ. En dehors de cela, cette gare est également clôturée à présent afin de lutter contre l'insécurité et afin de contrôler toutes les voitures ou les personnes qui y entrent. Reportage sur les images de Yves Chanel. Porter un masque, se laver les mains, désinfecter les lieux ainsi que les taxis brousses, toutes ces actions sont à nouveau mises en œuvre pour les gares routières Fassan-Karan et Maki Andutapenek face à l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 en ce moment. Il doit également y avoir une inspection de tous les véhicules avant leur départ. L'objectif est d'éviter la propagation de la maladie, surtout en cette période de fête, selon Rajien Param-Martin, président de la KMMTF Fassan-Karan. En plus de ces actions qui luttent contre la propagation de la Covid-19, la gare routière Fassan-Karan a également été clôturée pour résorber l'insécurité.
Les raisons de renforcement de ces gestes barrières ainsi que le maintien de la sécurité sont incluses dans les mesures de la protection de tous les passagers, comme nous sommes à l'approche de Noël et de la fête de fin d'année selon les explications. Continuons toujours dans ce même contexte, mais dans la partie sud de Madagascar, il n'y a pas de cas de Covid-19 dans la région d'Iourbé, même s'il y a eu une augmentation de cas récemment. Malgré cela, la campagne de vaccination se poursuit pendant 100 jours pour éviter la propagation de l'épidémie, indique le directeur régional de la santé publique d'Iourbé. Plus de détails avec Rad Ramadan Satouf. La campagne de vaccination dans la région d'Iourbé a débuté mi-novembre. Selon les informations, ce sont les agents de santé qui se déplacent pour convaincre les gens de procéder à la vaccination. À part la lutte contre la Covid-19, la région d'Iourbé a également pris des mesures pour lutter contre le paludisme. Des produits désinfectants ont été injectés dans chaque foyer pour lutter contre cette maladie et pour protéger la population, souligne le directeur régional de la santé publique d'Iourbé. Cette dernière a également organisé un test VIH gratuit lors de la Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida qui s'est tenue le 1er décembre. En ce qui concerne les actualités sportives, une cinquantaine d'équipes participeront au grand tournoi de pétanque qui se tiendra au Boulodrome Pak à Pidatavk le week-end prochain. Pour cette fois, ce sont les managers qui descendront dans l'arène. Ansar Razonarvé nous en dit plus. C'est la première fois dans notre pays qu'un concours de pétanque sera récompensé par une automobile. Cet événement aura lieu le 10 et 11 décembre au Boulodrome Pak à Pidatavk. Cette compétition sera différente car ce sont les managers qui vont montrer leur talent, souligne John, l'organisateur du grand tournoi. Les inscriptions pour la participation à ce grand tournoi de pétanque se termineront le mercredi 7 décembre. Concernant maintenant les actualités internationales, les électeurs de Géorgie se rendent aux urnes mardi pour le second tour de la sénatoriale opposant le républicain Herschel Walker au démocrate sortant Raphaël Warnock. Pour le président Joe Biden, qui détient déjà une courte majorité au Sénat, un siège supplémentaire sera plus confortable. Plus de détails avec France 24. C'est tout le paradoxe de cette élection de mi-mandat. Elle devait être un référendum pour ou contre Joe Biden et finalement l'implication de Donald Trump a très certainement démobilisé une partie des républicains d'une part, tout en mobilisant à l'inverse l'électorat démocrate, un peu comme lors de la dernière élection présidentielle finalement. Ce qui fait clairement dire d'ailleurs à quelques barons du camp des Rouges qui se seraient volontiers passés des initiatives de l'ancien président que même ici en Géorgie, ces initiatives pourraient nuire au parti, comme le fait d'avoir soutenu Herschel Walker, le candidat républicain. Cet ancien joueur de football américain a remporté effectivement les primaires ici en Géorgie, mais sa désignation a immédiatement été suivie d'une succession de scandales à l'américaine. L'homme est un farouche opposant de l'avortement, ce qui ne l'a pas empêché d'être accusé par une de ses anciennes petites amies de l'avoir payé pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Cela fait beaucoup parler ici. Par ailleurs, son adversaire démocrate encourage les enquêtes contre son rival pour violence conjugale. Et enfin, Herschel Walker serait le géniteur de 3 enfants hors mariage. Mais paradoxalement, dans l'ère Trump, ce qui lui aurait probablement été fatal il y a encore quelques années ne semble pas, pour le moment, dissuader ses partisans. Ensuite, un drone a attaqué un aérodrome situé dans la région russe de Koursk, à la frontière avec l'Ukraine, a annoncé mardi son gouverneur au lendemain d'attaques contre 2 bases situées profondément en territoire russe. Toujours avec France 24. Dans la région russe de Koursk, au nord de la frontière ukrainienne, une colonne de fumée s'étend sur plusieurs kilomètres. La conséquence d'une attaque de drones ukrainiens d'après Moscou. Autre scène, captée la veille, cette fois-ci sur la base militaire d'Engels, au nord du Caucase. Il est 6 h du matin, heure locale, lorsqu'un son vient fendre l'air. Quelques secondes plus tard, un éclat lumineux, celui d'une explosion. Ces images satellites fournies par la société Maxar montrent des dégâts sur cette base, ainsi que sur celle de Daguilevo. Rapidement, les autorités russes accusent l'Ukraine d'être à l'origine de ces frappes. Des drones ukrainiens volant à basse altitude ont été interceptés par les forces russes.
La chute et les débris dus à leur explosion ont endommagé légèrement la carlingue de 2 avions sur les pistes. 3 techniciens militaires qui étaient présents sur le tarmac ont été tués. Ces accusations posent question car jusqu'à présent, l'Ukraine ne dispose officiellement pas d'armes capables de frapper aussi loin en territoire russe, à plus de 800 km de Kharkiv. Dans la même journée, côté ukrainien, plus de 70 missiles russes ont été tirés dans tout le pays, dont 60 auraient été détruits par les forces antiaériennes. Je veux remercier les forces de défense antiaérienne, nos ingénieurs en énergie et notre peuple. La défense antiaérienne a abattu la plupart des missiles. Les ingénieurs en énergie ont déjà commencé à rétablir l'électricité. Notre peuple n'abandonne jamais. Gloire à l'Ukraine. Kiev, comme la plupart du pays, connaît des coupures importantes d'électricité. D'après l'opérateur national, toutes les régions du pays doivent mettre en place des coupures de courant pour maintenir l'équilibre entre production et consommation. Et enfin, l'Ukraine tente de réparer ses installations énergétiques endommagées par une nouvelle salve de missiles russes. Sur les plus de 70 missiles lancés par Moscou, la plupart ont été abattus, a assuré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Reportage avec France 24. C'est une journée record pour les systèmes de défense antiaérienne en Ukraine. Cette 8e attaque massive ciblant avant tout les infrastructures d'électricité du pays a vu environ 70 roquettes envoyées par la Russie vers l'Ukraine. Et environ 60 de ces roquettes auraient été abattues, selon le porte-parole des systèmes de défense aérienne, qui préfère ne pas donner de chiffres précis. Mais là, on en est à un résultat de 86% des roquettes ont été abattues. Et sur la région de Kiev, c'est encore meilleur. 9 roquettes sur 10 ont été abattus, donc n'ont pas atteint leur cible. Néanmoins, si vous calculez, cela veut dire qu'environ une dizaine de roquettes ont atteint leur cible, notamment dans la région de Zaporizhia, où 2 personnes ont été tuées. Très honnêtement, je pense que les Ukrainiens craignaient pire depuis la dernière grande frappe, qui était le 23 novembre, qui avait coupé le courant sur une très grande partie du territoire ukrainien, et ce pendant plusieurs jours, accompagné de coupures aussi du chauffage, par exemple. Là, aujourd'hui, le résultat est beaucoup moins grave, même si toute la ville d'Odessa était à la dernière nouvelle sans eau. Il y avait des problèmes avec la distribution d'eau, notamment à Zaporizhia aussi, et puis un grand nombre de villes qui ont vu des coupures de courant au-delà de ce qui est déjà programmé, ce à quoi les Ukrainiens ont été obligés de s'habituer ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'heure est à la félicitation des défenseurs, des opérateurs des systèmes de défense antiaérienne, et à la gratitude évidemment envers les pays occidentaux qui ont fourni des systèmes plus modernes à l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre ces attaques. Chers téléspectateurs, fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Point de droit ou Nizouk avec Cédre en Irlande. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.